Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien de là où vous êtes. Je suis très heureux, ravi de vous recevoir ici, sur ce beau plateau du rassemblement. Très heureux de vous recevoir sur ce beau format inhabituel sur Facebook Live en direct. Voilà. Le contexte nous oblige en fait à intervenir sur Facebook Live aujourd'hui. Et je suis en compagnie ce soir avec notre président Thierry Santa, avec les vice-présidents Virginie Ruffnac, Alcide Ponga, Martin Hamou, Lionel Paagaliwa, Laura Vandégou et un membre du gouvernement, Johan Lecourrieux. À l'ordre du jour de ce soir, nous allons donc faire le point sanitaire, le référendum du 12 décembre prochain, la reprise de la campagne référendaire, mais aussi l'après-référendum, la situation du gouvernement, l'actualité dans les îles Loyauté, dans le nord et dans le sud. Et pour finir cette belle soirée, pas mal de questions diverses. Je vous rappelle aussi que tout au long de ce passage sur Facebook Live, vous pouvez dès à présent poser vos questions sur toute l'actualité sur notre page Facebook. Il est temps maintenant de passer à notre premier intervenant, en l'occurrence le président Thierry Santa. Et c'est avec un grand plaisir que j'aimerais l'accueillir sur ce page Facebook. Thierry Santa. Eh bien, merci Édouard. Bonsoir à tous. C'est une première, l'organisation de cette réunion mensuelle du rassemblement par Facebook Live. C'est une technique que chacun maîtrise maintenant plus ou moins bien, mais je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe de technique du rassemblement qui a pu organiser cette rencontre. Je vais vous donner quelques éléments peut-être de points sanitaires, comme l'a dit Édouard, avant de rentrer ensuite avec mes collègues vice-présidents et Johan sur tous les autres sujets d'actualité qui nous préoccupent les uns et les autres. Peut-être d'un point de vue sanitaire, rappeler donc nous sommes encore dans une période de confinement adapté, comme vous le savez, pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire cette semaine et la semaine prochaine, jusqu'au dimanche 14 novembre. Un scoop pour ce soir, puisque pas plus tard que cet après-midi, le gouvernement a entériné la décision de la direction opérationnelle de la gestion de la crise, qui regroupe le président du gouvernement, le haut-commissaire, le président du Congrès, la présidente de la province sud et les présidents de province des îles et du Nord, le président du Sénat coutumier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la DO, la direction opérationnelle. Et donc a été acté le principe d'un confinement strict. Alors, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour tout le monde, mais d'un confinement strict pour les 2 week-ends, c'est-à-dire le week-end prochain et le week-end du 12 et 13, ou 13 et 14, pardon, novembre. C'est une décision qui a été prise pour quelque part demander un dernier effort aux Calédoniens pour ces 2 week-ends à venir, de manière à envisager ensuite à partir du 15 novembre un assouplissement de toutes ces mesures de confinement que nous subissons maintenant depuis pratiquement 2 mois, qui ont porté leurs fruits, puisque les indicateurs sanitaires se sont bien améliorés. Vous le savez, la politique, la gestion de cette crise par le gouvernement s'appuie sur 3 principaux indicateurs. Le taux d'incidence. Le taux d'incidence est le nombre de personnes contaminées ramené à 100 000 personnes sur une semaine. Le deuxième critère qui est pris en compte, c'est le niveau de saturation de notre système de santé, et en particulier de nos services de réanimation. Et enfin, le troisième critère, vous le connaissez tous, c'est le niveau de vaccination de notre population. Donc, ces 3 critères ont évolué de manière très favorable ces dernières semaines. L'objectif du gouvernement, c'est de continuer à les faire évoluer de manière positive, avec une relance encore de notre vaccination, puisque c'est le point sur lequel
on a un net ralentissement quand même ces derniers jours. Donc, il faut vraiment faire passer le message à la population que les gens aillent se faire vacciner. Ça reste l'outil principal de gestion à long terme de cette crise sanitaire. Plus on sera vacciné, plus vite on pourra retrouver une vie presque normale. Et donc, pour continuer à améliorer ces critères, comme je viens de le dire, l'objectif du gouvernement est de maintenir des confinements stricts les week-ends à venir, pour que, à partir donc du 15 novembre, on puisse envisager un assouplissement, que ce soit bien sûr les week-ends, mais aussi peut-être le couvre-feu le soir. Là aussi, on espère pouvoir le lever à partir du 15 novembre. Tout cela, bien sûr, encore une fois, sous réserve de l'évolution des critères sanitaires, des indicateurs sanitaires. Une autre information que je peux vous donner ce soir, sachez qu'une discussion a avancé au niveau du gouvernement sur l'évolution de nos modalités d'entrée sur le territoire, où peut-être, si tout va bien, encore une fois, si les critères avancent positivement, on pourrait retrouver une ouverture de notre ciel à partir du 1er décembre. Retrouver des vols commerciaux à partir du 1er décembre. Vous savez que d'ores et déjà, les motifs impérieux ont été levés par l'État. Et l'idée, c'est d'envisager dès le 1er décembre la reprise des vols commerciaux en Nouvelle-Calédonie. Ce qui ne veut pas dire qu'on lèvera toute mesure à l'entrée. On maintiendra un dispositif de test à l'arrivée, une septaine à domicile et un test à l'issue des 7 jours d'isolement à domicile. Ça restera en vigueur, mais on n'aura plus ces motifs impériaux et on n'aura plus les contraintes qu'il y avait jusqu'à maintenant de nombre de vols restreints qui empêchaient, hélas, beaucoup de nos concitoyens à voyager. Et bien sûr, les destinations seront en fonction de la volonté des pays concernés. Sur la métropole, ça ne devrait pas poser de difficultés. Sur la Polynésie, non plus. Par contre, pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils ont encore des mesures strictes à l'entrée sur leur territoire. Donc, on ne pourra pas forcément aller facilement dans ces pays. Les discussions sont en cours avec Fidji, avec le Vanuatu. Et enfin, pour finir, Wallis et Futuna, il y a d'ores et déjà aujourd'hui un vol par semaine, cargo pour l'instant, puisque les autorités coutumières sur place, pour l'instant, ne souhaitent pas qu'il y ait de transport de passagers, en dehors bien sûr de tout ce qui est évacuation sanitaire et ce genre de choses. Donc les discussions sont également en cours avec eux pour envisager une ouverture de notre ciel vers eux. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, c'est un point vraiment rapide de la situation sanitaire. Pour résumer, encore 15 jours d'efforts par rapport à nos week-ends, par rapport au couvre-feu le soir. Et si ça a encore un impact favorable sur nos indicateurs sanitaires, tout cela pourra peut-être être levé à partir du 15 novembre, même si on restera probablement dans un système de confinement adapté, c'est-à-dire un système où la vie ne va pas reprendre totalement normalement. On restera avec des passes sanitaires pour rentrer dans les différents lieux autorisés avec passe sanitaire. On maintiendra probablement des protocoles aussi dans les structures quelles qu'elles soient. Donc des mesures seront maintenues, mais on pourra retrouver une certaine liberté de circulation un peu plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Voilà, Edouard, ce que je pouvais dire dans un premier temps. Merci, Monsieur le Président, sur ce point de la situation sanitaire. Je vous en remercie. Je constate qu'il n'y a pas de questions Facebook. Je vous rappelle, chers internautes, que vous avez la possibilité de nous poser en direct sur notre page Facebook des questions, en liaison bien entendu avec les interventions de nos intervenants ce soir. Alors, nous allons passer directement en fait aux questions qui nous a été préparées. Monsieur le Président, on a l'air plutôt bien parti pour s'en sortir. Est-ce qu'on va bientôt pouvoir être libéré les week-ends et du couvre-feu? C'est un peu ce que j'ai dit. Effectivement, l'idée, c'est de demander encore un effort aux Calédoniens pendant les 15 jours à venir, jusqu'au 14 novembre, pour pouvoir envisager
une levée de ces restrictions encore de circulation, que ce soit le soir pour le couvre-feu ou que ce soit les week-ends de confinement strict. Tout cela sous réserve de l'évolution des indicateurs, que ce soit le taux d'incidence, que ce soit le taux d'occupation de nos lits en réanimation et bien sûr le taux de vaccination de la population. Juste un mot, si vous me le permettez, sur le niveau de vaccination. On a aujourd'hui un niveau de vaccination qui commence à devenir intéressant, hein. Sachez que 75% de la population vaccinable, c'est-à-dire les personnes de plus de 12 ans, aujourd'hui en au moins une dose, et 67% en 2 doses. C'est des niveaux qui commencent à devenir assez élevés. C'est pas suffisant. L'objectif, vous le savez, c'est 85% de cette population vaccinable. Mais on sait quand même aussi qu'une partie de la population est déjà immunisée naturellement, c'est-à-dire des personnes qui ont été malades et qui ont été guéries. Et ce faisant, sont donc considérées comme immunisées. Un travail est en cours avec les experts scientifiques pour essayer d'évaluer ce nombre de personnes de manière à avoir un taux d'immunité général, que ce soit par la vaccination ou naturellement, le plus pertinent possible pour nous permettre de continuer à prendre les meilleures décisions pour les Calédoniens. Très bien, Monsieur le Président, bien reçu. J'ai une question d'une internaute, en fait, sur les motifs impérieux qui ont été certes levés, mais qu'en est-il de la septaine? Ce n'est pas un risque avant le référendum? Je le disais, la septaine ne sera pas levée, hein, y compris en période de reprise des vols commerciaux. Il est prévu de maintenir un principe de septaine à domicile parce que, comme jusqu'à maintenant, hein, le risque, c'est qu'une personne ait été contaminée juste avant son départ, voire pendant le vol. C'est possible, hein, en passant par Tokyo ou pour une raison ou pour une autre. Et le virus Delta, qui hélas nous contamine aujourd'hui, est un virus qui a une durée d'incubation entre 4 et 5 jours. Et c'est tout l'intérêt de cette septaine, c'est de pouvoir vérifier qu'à l'issue des 7 jours, avec un test, la personne n'a véritablement pas été contaminée et donc ne présente aucun risque pour la population calédonienne. Donc ce dispositif sera maintenu. Il nécessite des outils informatiques qui seront mis en place très bientôt et qui vont nous permettre donc de contrôler plus strictement le respect de ces consignes qui vont être données aux voyageurs. Très bien. Je vous en remercie, Monsieur le Président. À présent, on va passer au deuxième intervenant de la soirée. Je vais demander, en fait, et je vais plutôt laisser la parole à Virginie, qui va revenir sur la question sur le référendum du 12 décembre prochain. Merci Edouard. Bonsoir à tous. C'est original et nouveau hein, de se retrouver dans ce format. On espère que notre épreuve du feu se passera bien. Oui, alors en effet, Thierry l'a justement rappelé, cette crise sanitaire est en passe d'être maîtrisée aujourd'hui. Hein. Il a rappelé les chiffres, le fameux taux d'incidence. Il a rappelé aussi les chiffres. Hein. Presque 69% des personnes vaccinables ont aujourd'hui un schéma vaccinal complet. Et puis, il l'a dit Thierry, 75% de la population est globalement immunisée, puisque effectivement les gens malades se rajoutent aux gens vaccinés. Ça veut dire que cette crise étant maîtrisée, elle n'est pas un prétexte, elle n'est pas une raison pour, en tout cas, faire que le référendum soit repoussé. Il n'y a aucune raison factuelle à reporter le référendum prévu le 12 décembre, puisqu'effectivement, on a passé sans doute le plus difficile, avec aujourd'hui une population protégée, dans sa grande majorité et avec peu de chances d'une reprise fortement épidémique. Donc en fait, vous le savez, on prêche pour la tenue hein, de ce référendum du 12 décembre. Pourquoi? Parce que d'abord, il a été convenu, les partenaires l'ont accepté, et puis surtout, c'est le dernier référendum de l'accord de Nouméa, et je crois que les Calédoniens ont besoin de sortir de ces référendums binaires successifs qui divisent hein, malgré tout nos populations, les opposent hein, face à face, et que ce soit les Calédoniens ou les acteurs économiques, eh bien, ils ont tous besoin qu'on passe enfin à la phase de la construction de leur avenir et à la sortie de l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, on espère que la décision qui sera prise par le Premier ministre, le Président de la République et le ministre des Outre-mer, et normalement qui devrait être une décision prise en Conseil des ministres le 10 novembre prochain, eh bien, sera celle du maintien de la date du référendum pour effectivement dégager hein, l'horizon de
nos concitoyens, dégager l'horizon de chacun d'entre nous. En fait, on a besoin aussi d'avoir de la visibilité et quelque chose d'apaisé et donc passer à une phase de construction. Et puis je dirais aussi sur ce sujet que les indépendantistes doivent être à la hauteur de cette sortie de l'accord de Nouméa. Parce que c'est eux-mêmes qui ont demandé, le plus tôt possible, dès qu'ils l'ont pu, la tenue de cette troisième et dernière consultation. Ils l'ont demandé et puis aujourd'hui, face à l'obstacle, c'est un petit peu comme un cheval qui voudrait refuser l'obstacle et ils veulent un petit peu essayer de le reporter. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous l'avons défendu et on leur dit, si ce référendum devait ne pas se tenir le 12, eh bien pour nous, c'est le 12 ou jamais. C'est-à-dire que s'il ne devait pas se tenir le 12, alors passons directement à la phase de construction de l'avenir des Calédoniens. En nous mettant autour d'une table, Thierry Santa a proposé les consultations citoyennes pour faire en sorte que les Calédoniens puissent s'exprimer, c'est de leur avenir dont il s'agit. Et puis ensuite des discussions bien sûr politiques pour essayer de proposer cette fois-ci une vraie solution d'avenir à l'ensemble des habitants de la Nouvelle-Calédonie qui les reconnaissent tous et ne laissent personne au bord du chemin. Voilà, c'est un peu notre vision aujourd'hui. Je ne vais pas être plus longue là-dessus. Il y aura peut-être des questions, mais nous sommes impatients que cette décision soit confirmée du maintien de cette date où aucune raison objective et factuelle ne peut choisir le report qui ne se justifie pas. Voilà, je vous remercie. Merci Virginie. Justement, on a une question Facebook d'Alain Jacques Rio. Il disait: j'ai bien noté la déclaration de Virginie Ruffnac dans l'interview de NC News à propos de la date de la consultation référendaire. Si ce n'est pas le 12 décembre 2021, c'est jamais. Pouvez-vous me le confirmer? Et est-ce qu'on peut proposer à l'ensemble des partis loyalistes et dès maintenant de boycotter le référendum s'il y a lieu en décembre 2022? Alors, je répondrai donc aux deux questions. La première, oui, effectivement, nous, on affirme qu'on ne veut pas de report de référendum. Donc, ce référendum n'a aucune raison d'être déplacé. Par conséquent, on demande qu'il se tienne et que l'État assume la fin du processus de l'accord de Nouméa. C'est un processus, ces accords qui ont été signés, ratifiés. Aujourd'hui, il y a effectivement une date de sortie de l'accord de Nouméa et nous devons nous engager vers cela. Sur la deuxième question, qui est celle du boycott de 2022, je pense que je crois que c'est Jacques, le prénom de l'internaute qui pose la question. Alain Jacques Rio. Alain Jacques, il a raison. Pourquoi est-ce que nous ne serions pas, nous, dans la position de dire les indépendantistes veulent boycotter celui-ci? Eh bien, s'il devait y avoir un report, pourquoi nous ne boycotterions-nous pas un référendum qui relie en 2022? Vous avez tout à fait raison. Et donc, c'est une question qui doit se poser. En tout cas, on ne restera pas inactif si jamais le processus de l'accord de Nouméa n'atteint pas son terme comme il était prévu. Et quand on dit le 12 ou jamais, on parle bien d'un référendum binaire, c'est-à-dire oui ou non à l'indépendance. Mais bien sûr, nous souhaitons au sein du Rassemblement qu'il y ait à terme un référendum qui porte sur une solution d'avenir et que les Calédoniens devront de toute façon accepter ou refuser, c'est-à-dire il sera soumis à un vote, bien sûr, ce référendum. Donc voilà pour la réponse. Virginie, encore une question qui vient de nous parvenir, de Francky. Vous n'avez pas peur que l'État cède à la pression des indépendantistes sur le maintien de la date? Écoutez, souvent l'État a cédé à la pression des indépendantistes. On a souvent l'impression qu'il a plus écouté les indépendantistes que les non-indépendantistes. Cette fois-ci, en tout cas, nous sommes là pour dire que nous ne souhaitons pas une reculade sur la tenue de cette consultation, qui est un processus normal de l'accord de Nouméa. Il a été acté, il n'y a aucune raison objective. Évidemment, nous avons les craintes qu'il puisse céder. Il me semble que le ministre a été plutôt affirmatif lors de son séjour en Nouvelle-Calédonie. Et donc, on espère que cette volonté de l'État sera maintenue et que ce référendum se tiendra pour pouvoir envisager des perspectives plus heureuses et en tout cas moins clivantes au sein de nos populations. Juste pour terminer, Virginie, quand est-ce qu'on saura si le référendum est reporté ou pas? Je l'ai évoqué, une date de Conseil des ministres est fixée mercredi prochain au 10 novembre. D'accord. Voilà, mercredi 10 novembre, il semble que le sujet soit effectivement abordé en Conseil des ministres sur la décision quant à la tenue du référendum. Vous savez que c'est plus que dans un mois à compter du 10 novembre, donc les délais sont contraints et que cette organisation est complexe, notamment en termes de sécurité, d'ordre public et par conséquent, c'est important effectivement que nous ayons maintenant le choix de l'État sur ce maintien ou non, et nous espérons le maintien. D'accord.
Je te remercie Virginie, merci beaucoup pour ces précisions concernant la campagne référendaire. À présent, nous allons donc passer aux prochaines intervenantes, en l'occurrence Laura Vendégou, une des vice-présidentes aussi, qui va nous parler de la reprise de la campagne référendaire. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde, chers internautes du rassemblement, je suis ravie d'être connectée avec vous ce soir, ça fait chaud au cœur et surtout d'échanger avec vous et d'avoir le bureau ici présent. Donc là on va aborder la reprise du référendum. La reprise, c'est pas exactement un terme de reprise, la campagne a toujours été de mise depuis le lancement. Même si elle n'a pas été très voyante, que ce soit sur la télé ou en personne par rapport à la situation sanitaire que la Nouvelle-Calédonie traverse en ce moment. Mais voilà, on a continué le travail de fond. Il y a eu des réunions qui ont été organisées pour voilà, se mettre au pas et de voir comment on peut faire autrement la campagne. Le sujet est toujours le même. On a eu, comme l'a indiqué notre vice-présidente Virginie, qui a eu une première consultation, une deuxième, et là c'est la troisième. Donc on ne va pas les yeux fermés sur le chemin. On sait où est-ce qu'on doit aller, on sait comment faire le travail et comment l'aborder. Donc plusieurs réunions ont été organisées par rapport aux voix du non, mais aussi également au sein du rassemblement où sous l'égide de notre secrétaire général préféré, il y a eu aussi du travail qui a été mené sur la reprise de la campagne. Donc pour l'instant, avec le protocole sanitaire qui est mis en place par le gouvernement, on reste sur des réunions qui est assez restreint, donc maximum de 15 personnes. Mais que voilà, même si tout se situe sur Nouméa, on a sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie des référents pour cette troisième consultation, et c'est eux qui sont nos yeux, nos oreilles et aussi enfin, qui sont les voix du non pour le 12 décembre prochain. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire par rapport à cette reprise de la campagne, et que j'espère voilà, que nous restons tous mobilisés, même si nous ne voyons pas, nous ne nous touchons pas, mais qu'on porte fièrement et fortement les couleurs de la France pour qu'on reste dans cette troisième consultation toujours fort, et qu'on aille tous voter massivement, même si, comme notre président l'a indiqué, les indépendantistes ont demandé à ne pas aller à cette consultation. Nous, il faut qu'au contraire, avec nos familles, nos amis, nos voisins, qu'on aille le 12 décembre prochain voter non, mettre ce fameux bulletin non dans l'urne, et qu'il faut que, même si nous ne nous voyons pas, même si vous êtes à la maison ou derrière vos écrans, parce que même la campagne aussi sur les réseaux sociaux aussi continue, s'active. On a des petites vidéos qui sont super sympas, qu'on doit partager, qu'on peut partager, qui sont assez faciles, qui sont explicites, par rapport à l'argumentaire qu'on doit utiliser durant cette campagne. Je ne sais pas, voilà, Edouard, ce que je peux dire sur la reprise. Et puis, n'hésitez pas, tous les membres du bureau, le président et aussi tous les référents qui se trouvent tout autour du territoire, ils sont à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous avez... si vous souhaitez des réunions de proximité, on essaiera d'être là, que ce soit en ligne ou que ce soit physiquement, mais sans bien sûr être hors la loi, hein, surtout pas. Mais voilà, qu'on peut être présent avec vous pour cette campagne, et qu'on doit rester tous mobilisés, massivement tous, pour le 12 décembre prochain. Merci Laura, merci Laura. Justement, j'aimerais bien que tu sois mobilisé encore quelques secondes pour répondre à cette question d'un certain Norbert Kaki. Est-ce que vous viendrez faire campagne en dehors de Nouméa, malgré le maintien du confinement les week-ends? Deuxième question d'un certain Paul. Comment on fait pour faire des réunions en tribu si les coutumiers bloquent justement les tribus, l'accès aux tribus?
Bonsoir Norbert, donc merci beaucoup pour ta question. Écoute, normalement la campagne s'est organisée pour être tout autour de la Nouvelle-Calédonie, qu'on soit au nord, qu'on soit au sud, qu'on soit dans les îles. On a des référents et oui, on fera la campagne partout parce qu'il n'y a pas que le nom sur Nouméa, il y a aussi du nom à Comac, il y a du nom à Borail, il y a du nom à Lifou et bien sûr il y a du nom sur l'île des Pins. Mais voilà, il faut qu'on reste mobilisés tous ensemble pour cette campagne et on fera campagne. On fera soit des réunions, comme je l'ai indiqué, sur les réseaux où on y va franco avec nos voitures ou à pied, on pousse. Et on sera présent pour cette troisième consultation. Et donc, Paul, bonsoir aussi également. Merci pour ta question. Écoute, la campagne référendaire, c'est une consultation. Ce n'est pas non plus d'aller forcer les gens à aller voter, que ce soit pour le non ou que ce soit pour le oui, mais c'est avec respect et humilité d'aller dans ces endroits, parce que ce sont des endroits qui sont régis aussi également avec des règles coutumières. Et voilà, c'est d'aller voir nos coutumiers avec respect, avec humilité, de leur demander l'autorisation de parler, de juste porter une voix, notre voix, la voix du non, mais sans pour autant aller au forçage. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué, mais avec respect et humilité, on peut tout faire. Ok. Nous n'avons plus de questions, Laura. Je te remercie pour ton intervention et tes éclaircissements justement sur ces questions posées des Îles-Loyauté d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Laura. Merci Laura. Et à présent, nous allons poursuivre et on va ressolliciter notre président justement sur le sujet de l'après-référendum. Monsieur le Président, nous vous laissons de nouveau la parole. Merci Edouard. C'est vrai que la question, c'est effectivement, après ce 12 décembre, qu'est-ce qui se passe? On sait tous que tant le premier que le deuxième et que le troisième référendum, qui n'ont que pour objectif de répondre à la question oui ou non à l'indépendance, ne répondent ni les uns ni les autres à la question de, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, je considère que le 12 décembre, le choix sera le même que les deux premiers référendums. Et autrement dit, la Calédonie restera française. Et que finalement, le choix de la majorité des Calédoniens, à nouveau, s'exprimera pour maintenir un lien indéfectible avec la nation française et indirectement l'Europe. J'en veux pour preuve aussi la consultation citoyenne que l'État a lancée en début d'année, si vous vous en souvenez, de 2021, qui avait fait ressortir au moins deux choses clairement. C'est d'une part la volonté de vivre ensemble des Calédoniens et d'autre part, y compris dans la population indépendantiste, la volonté de maintenir un lien avec la France. Donc je ne vois pas de raison pour laquelle tout cela se fait remis en cause à l'occasion d'un troisième référendum binaire. Donc qu'est-ce qui se passe après? Dans ce cadre-là statutaire, je vais l'appeler comme ça, c'est-à-dire de ce lien indéfectible avec la France, on sait tous que le début de l'année 2022 risque d'être un petit peu occupé par des élections nationales. Puisque en mois d'avril 2022, il y aura les élections de la présidentielle au niveau national, et derrière, au mois de mai, fin mai, début juin, des élections législatives. Et nous, les responsables politiques, on va probablement se concentrer beaucoup sur la préparation de ces élections et surtout les campagnes liées à ces élections nationales. Et ma proposition, c'est de profiter de ce temps-là, de cet espace-temps, des 6 premiers mois de l'année 2022, pour aller au contact de la population. J'ai évoqué le principe de tables rondes citoyennes qui ont pour objectif d'aller consulter la population, non pas sur l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que les gens, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est comment ils vont vivre demain en Nouvelle-Calédonie, dans une Nouvelle-Calédonie, dans la France. C'est ça les questions que les gens se posent. C'est comment on va éduquer nos enfants, quel système de santé on veut mettre en œuvre ici en Nouvelle-Calédonie, comment diversifier notre économie calédonienne, comment soutenir le nickel qui reste malgré tout le poumon économique de la Nouvelle-Calédonie, comment concilier nos modes de vie entre le mode de vie en tribu, le mode de vie en brousse, le mode de vie en ville. On sait tous qu'on a des modes de vie différents.
comment partager nos cultures. Enfin, c'est ça, je pense, c'est ces questions-là que les Calédoniens attendent de nous, finalement, des réponses. Et ben, je pense qu'ils ont eux aussi, les Calédoniens, des réponses à partager avec nous sur tous ces sujets de société, profitant de cet espace-temps-là, des premiers mois de l'année 2022, pour aller les voir, aller les rencontrer et discuter avec eux pour qu'ils nous remontent finalement leurs idées sur tous ces sujets de société. Et donc, la logique voudrait que ce soit l'État qui puisse organiser ces tables rondes citoyennes. Maintenant, c'est un sujet qu'on va évoquer avec les représentants de l'État. On verra comment les choses avancent sur cette proposition-là. Et mon idée, c'est qu'ensuite, la deuxième partie de l'année 2022 commence véritablement les discussions politiques sur l'organisation institutionnelle du pays, sur la répartition des compétences entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie, sur la répartition également des responsabilités entre le Congrès et le gouvernement. Est-ce qu'il faut garder un gouvernement? Si oui, est-ce qu'il faut garder un gouvernement collégial? Tout ça, ce sont des questions que je qualifie, moi, d'institutionnelles, qui sont de la responsabilité, je pense, des élus que nous sommes. Et bien, à ces questions-là, je pense que la réflexion qui va sortir des tables rondes citoyennes peut aussi nous aider, finalement, à chercher le statut, l'organisation institutionnelle la plus pertinente face à ces attentes exprimées par la population calédonienne. Voilà un peu la méthode, c'est plus une méthode que je propose aux Calédoniens pour essayer de sortir par le haut de l'impasse institutionnelle dans laquelle nous nous trouvons. C'est une manière aussi pour nous, responsables politiques, de nous tourner vers nos électeurs. Hein. Je veux dire, quand on est élu, on n'a pas la science infuse le lendemain de notre élection. Hein. On n'est pas tous devenus des experts en économie, en culture, en éducation, en tout ce qu'on veut. Donc, c'est pas plus mal, je pense, de nous tourner de temps en temps vers les électeurs, vers les Calédoniens, vers la société civile, pour qu'elle-même participe à cette réflexion, à ces réflexions de fond sur les projets de société et nous apporte finalement leurs idées pour qu'après, avec ces idées-là, les responsables politiques, tous ensemble, toutes tendances confondues, indépendantistes, non indépendantistes, on se mette autour de la table et on réfléchisse en final à l'organisation institutionnelle qui réponde au mieux à ces attentes des Calédoniens. Voilà un peu la méthode que j'ai en tête et que je souhaite soumettre aux Calédoniens d'abord, mais bien sûr à mes collègues élus politiques des différentes tendances qui aujourd'hui s'expriment ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Très bien, Monsieur le Président. J'ai une question d'un internaute, un certain Pabouti Nicolas, qui demande comment procéder si l'État ne veut pas organiser pour que la population puisse participer. Comment procéder si effectivement l'État ne saisit pas cette proposition, le rassemblement s'organisera pour, malgré tout, aller au contact de la population. Je suis convaincu que ce travail de consultation de la société civile peut avoir à la fois un intérêt pour construire, je le disais, notre organisation future et à la fois permettre à tout un chacun de se sentir concerné justement par cette évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et que les responsables politiques que nous sommes, encore une fois, soyons capables d'entendre, d'écouter et d'entendre finalement l'expression de la population. Et Monsieur le Président, est-ce que les autres partis politiques sont d'accord pour aller vers cette forme de démocratie participative? Je pense que ça nécessite des discussions entre nous. J'ai commencé à évoquer le sujet avec les uns et les autres. Peut-être que c'est pas encore totalement compris par chacun, que ça nécessite encore des échanges, mais je ne désespère pas de convaincre mes collègues d'avancer sur ce chemin qui est encore une fois un chemin de prise en compte de nos concitoyens et d'aller avec eux, avec tout le monde, donc chercher finalement ce qu'il y a de mieux pour nos populations. Entendu. Plus de questions. Nous allons donc poursuivre. Je vous en remercie d'ailleurs, Monsieur le Président, pour votre deuxième intervention. Je vais donner la parole à présent à Johan,
membre du gouvernement, pour nous parler justement du gouvernement collégial. Johan, nous te laissons la parole. Merci Edouard et bonsoir à tous les internautes. Le gouvernement est un long fleuve qui n'est pas tranquille. On peut s'apercevoir que nous avons, avec Thierry, à accompagner une majorité actuellement indépendantiste qui a pris le gouvernement et qui était, c'est-à-dire dans l'apprentissage à l'heure actuelle de la gouvernance. Et on s'aperçoit que depuis leur prise de fonction et notamment depuis la crise sanitaire, qu'il est nécessaire que Thierry et moi-même, nous les accompagnions dans nos secteurs respectifs. Et j'ai envie de dire, heureusement que nos expériences respectives puissent les accompagner à ce stade. Le gouvernement doit affronter cette crise, doit affronter aussi surtout une crise budgétaire, économique et malheureusement sociale, qui est la conséquence des deux premières. Et pour cela, il est nécessaire, et on le voit dans cette façon d'approcher de cette majorité qui a un rythme très particulier, surtout l'après-crise sanitaire. C'est-à-dire que dès maintenant, il est nécessaire de préparer la suite. Et pour préparer cette suite, on ne peut le faire comme on a pu affronter au cours de l'année 2020 la première crise sanitaire, qu'avec un partenaire qui est le partenaire État, qui peut nous accompagner dans la prise en charge des différentes conséquences qu'il y a au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau du chômage partiel, au niveau de la prise en charge et de l'aide que nous avons pu voir sur le plan médical, avec la venue des réserves, avec la venue des militaires dernièrement pour ouvrir des lits au niveau de la réanimation. Il est nécessaire de préparer avec cet État, avec ce partenaire qui est l'État français, de préparer la suite, c'est-à-dire le rebond, et si possible, le rebond économique et l'ouverture pendant cette période qui va suivre le référendum qui va se tenir le 12 décembre prochain. Et pendant cette période que nous aurons de réflexion sur le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, il est important de redonner une perspective économique et sociale aux Calédoniens. Et donc, c'est le cas avec l'État. Et à force de pressing et de rappel, le gouvernement actuel a transmis une demande d'aide à l'État au niveau de 45 milliards de francs CFP, ce qui est quasiment presque un peu moins du double de ce qu'on avait demandé au cours de l'année 2020, qui avait été qualifié déjà d'un montant conséquent. Et là, on peut s'apercevoir que le montant est encore quasiment le double. Mais nous avons besoin de ça pour rebondir. Sauf que cette demande arrive peut-être tardivement. Je ne le souhaite pas pour la Nouvelle-Calédonie, mais il est difficile de pouvoir vous confirmer que l'État va donner suite dans l'immédiat à cet appel d'aide financière pour les années à venir. Surtout s'il y a encore l'épée Damoclès ou cette question qui se pose de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française avec le référendum du 12 décembre. Donc c'est vraiment une question. Et nous, en tout cas, nous avons pu voir, et Thierry nous a pu faire un résumé de la situation sanitaire en début d'intervention. On est en présence en permanent pour essayer de donner du rythme à la gestion de ce gouvernement et surtout encadrer les décisions pour qu'elles puissent servir l'intérêt général vraiment sur la sortie de crise et se donner des perspectives, si possible, pour pouvoir relancer la Calédonie comme on le souhaite et dans les meilleurs délais. Merci Johan. Justement, j'ai une question en fait d'une certaine Roselyne Oisé qui nous demande justement à propos de ces 45 milliards. Est-ce que l'État va accepter de prêter 45 milliards à la Nouvelle-Calédonie alors qu'on ne connaît pas le résultat du référendum ? C'est une réelle question parce que c'est pas un petit prêt. C'est, je vous dis, presque quasiment le double de ce qu'on a eu en 2020. C'est une fois et demie ce qu'a eu la Polynésie cette année aussi. Donc c'est vraiment une demande conséquente de la Nouvelle-Calédonie, faite par un gouvernement indépendantiste qui souhaite cette demande de l'aide de l'État français. Et donc l'État veut avoir aussi des garanties sur la suite, parce que c'est un prêt, ou alors c'est une aide, mais souvent sous forme de prêt par ces organismes bancaires. Et partir comme ça, sans avoir de perspective institutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie durable, c'est difficile pour eux de s'engager. Donc je comprends que l'État décortique cette demande de la part du gouvernement Mapou, mais attend du gouvernement Mapou, je pense, des engagements sur
les perspectives à venir, notamment sociales et économiques, qui est attendue. Et je crois que le monde économique entier et l'ensemble des Calédoniens attendent ce genre de décision parce que actuellement, les conséquences de la crise sanitaire, économique et sociale sont graves et commencent à avoir des conséquences sur le quotidien des Calédoniens et ça devient de plus en plus difficile. Donc il est important que l'on puisse donner des perspectives et pas de vivre ce que l'on vit à l'heure actuelle, c'est-à-dire des décisions d'une semaine à l'autre et vraiment d'avoir de la perspective sur du long terme et notamment sur le plan économique et social. Justement, en parlant du gouvernement Mapou, Johan, il y a un internaute en fait de l'IFU qui nous pose cette question. Est-ce que le gouvernement va changer bientôt? Ah, excellente question. Il faut avoir une boule de cristal, mais ce qui est sûr, c'est que Louis Mapou lui-même, lorsqu'il a pris ses fonctions, il a indiqué qu'il était là pour 1 an. On voit qu'1 an, c'est compliqué à tenir déjà. Donc, on verra ce que nous dirons, mais il y a une épreuve qui arrive pour eux, qui est l'épreuve du référendum et l'épreuve aussi de comment finir l'année sans avoir le soutien très clair et très prononcé de la France à ses côtés, notamment sur le plan financier, qui peut donner des perspectives dès 2022. Donc on voit que même 1 an, c'est compliqué à tenir. Je te remercie, Johan. Merci pour ces précisions concernant le gouvernement. À présent, on va passer à un autre intervenant de cette soirée, de ce grand rendez-vous en Facebook Live. Je rappelle juste aux internautes, en fait, que vous pouvez dès aujourd'hui poser en simultané vos questions sur notre page Facebook, le Rassemblement Les Républicains. À présent, retrouvons Martin Amou, un des vice-présidents en charge des îles Loyauté. Donc Martin, nous te laissons la parole. Merci Edouard. Bonsoir tout le monde, ceux qui nous voient et que nous ne voyons pas. Donc on est content de vous retrouver pour parler à moi. En tout cas, j'ai la charge de vous parler un peu de la situation dans les îles. Alors, au niveau de cette situation, bon, je pense que les tensions sont un peu tombées parce que en ce moment, c'est la période des ignames. Donc, les gens, ils sont plutôt au champ. Voilà. Et il y a eu un très gros retard là-dessus. Pour reprendre le problème de la vaccination, donc les 3 périodes que je regarde un petit peu, c'est, disons, la situation au niveau des îles. Les gens n'ont pas fait attention à la contamination, puisqu'elle est intervenue en période de mariage. Et derrière ça, on a eu tous les manifestations des gens sur Nouméa, après qui s'est transporté aux îles, à Lifou notamment, à Marais aussi. On a vu des reportages à la télé, un peu avec des effets induits, les gens qui sont dans les camionnettes, etc. Alors c'est défendu, mais bon, on passe là-dessus. Ensuite, les antivax, ils ont continué sur l'obligation, pour crier contre l'obligation de vacciner. Ça, c'est un peu, ça a remonté aussi. Et tout de suite derrière, la manifestation contre le pass. Et donc, c'est un peu tous ces éléments-là qui se rapprochaient, surtout les 2 derniers, qui a fait qu'il y a eu un peu tout ce remue-ménage sur les îles. Et les gens ne savaient plus où donner de la tête. Parmi les manifestations qui a eu lieu, des gens qui ont parlé de, disons, plus de vaccins, plus de passes, plus de masques, plus de tout, rien. Et ce sont des gens qui sont très proches du président de la province des îles. Alors la population, ils ne savaient plus où se mettre. Voilà. Alors, heureusement que la saison des ignames est arrivée, et maintenant, ils sont tous au champ. Donc,
Euh, il y avait alors, sur toujours cette situation aux îles, je parlerai aussi du rôle des chefs et des grands chefs. On va commencer à le faire, puisque personne ne le fait. Donc, on va se lancer. Et puis, tant pis pour ceux qui ont mal quelque part. Hein. Alors, simplement, les fondamentaux, c'est que le Sénat coutumier, lui, il n'a de coutumier que le nom. Voilà. Les conseils d'air aussi, conseils d'air coutumières, ce sont des institutions administratives créées par la loi. Voilà. Et normalement, ils doivent travailler ensemble hein, avec la puissance publique, que sont le Congrès, les communes, le gouvernement, etc. Parce que c'est eux qui doivent porter la parole des populations auprès des instances administratives. Les grands chefs et les petits chefs, ils ont un autre rôle. Donc, avec tous les revirements, etc., de situation, je crois qu'il est important aujourd'hui de redéfinir leur rôle dans leur relation avec la puissance publique. Hein, surtout que ils perçoivent une indemnité de la Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas l'oublier. Hein. Jusque-là, il y avait un crédit de 71 millions par an hein, pour les... Bon, on va dire que c'est une indemnité forfaitaire. Mais auparavant, leur rôle était là pour, disons, subvenir aussi aux besoins de l'administration en ce qui concerne les relations et pour faire le lien entre l'administration et les populations mélanésiennes. Voilà. Donc, alors, l'autre fondamental qu'il faut savoir, et puis que par rapport à l'affaire de Marais, donc à l'interdiction de 2 élus du Congrès, c'est que les grands chefs, leur parole, elle est légitime et doit être respectée dans leur enceinte, disons, hein, on va dire comme ça, c'est-à-dire dans leur district. D'accord. On a très bien compris que dans cette affaire de Marais, c'est plutôt un problème politique plus que coutumier. Hein. Ça, on est clair là-dessus, hein, Martin. Je vais y venir à la fin, mais dans un premier temps, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il faut que ça soit clair pour tout le monde, parce que là, ce n'est pas clair. Et bon, au niveau des interdictions qu'on a eues, d'ERCAL, etc., il me semble que quand il y a eu les palabres, il y a eu une désaffectation des terres, du foncier, des aérodromes, des terres coutumières, pour entrer dans le droit commun. Donc, au Congrès, aux communes, etc. Et ça suppose que à l'intérieur de ces enceintes, c'est la puissance publique, administrative, qui doit, disons, qui a voix au chapitre, on va dire. Mais bon, il ne va pas méconnaître non plus les problèmes et les situations. Les grands chefs, eux, ils sont responsables de leur sujet. Alors, la réflexion, c'est la puissance publique autorise l'avion à atterrir. Le grand chef, s'il n'est pas d'accord, il empêche ses sujets de monter dans l'avion.
C'est aussi simple que ça. Quand on connaît un peu comment les gens sont installés. Et c'est pour cette raison que lors pour le statut Lemoine, nous au niveau du RBCR, on avait dit que les grands chefs ne devaient pas siéger dans le conseil coutumier, dans le Sénat coutumier. Uniquement leurs représentants, hein, c'est ça, Martin? Voilà. D'accord. Il y a une On question pensait justement beaucoup plus liée à à ce que tu viens de nous pardon expliquer d'un internaute justement de l'IFU qui nous pose cette question. La question est la suivante. Comment les Iliens ressentent-ils le fait qu'il soit de plus en plus difficile de se déplacer vers les îles-loyautés alors qu'on sait que la crise va durer? On ne peut pas se déplacer. La raison est simple, il n'y a pas d'avion. Qui c'est qui bloque l'avion? C'est les grands chefs qui passent outre les possibilités de déplacer les avions, disons, suivant la décision que ce soit de la société Aircal et puis le bateau aussi. Il faut parler aussi du bateau, parce que le bateau, le port autonome de Oué, c'est un port territorial. D'accord. Voilà. Ok. Le temps nous est compté. Je suis vraiment désolé de te couper, tiens Martin. J'ai pas d'autres questions, à moins que je vérifie 2 secondes. Je vais terminer si tu veux. Voilà, vas-y. Voilà. Donc, la pandémie, justement, qui est arrivée là, a permis ou a révélé la discordance entre les décisions prises par les grands chefs coutumiers et la puissance publique. Hein. D'autre part, congrès, etc., gouvernement, etc. Mais il est important maintenant que cet état de fait soit éclairci pour le bien-être des populations. Voilà. Des solutions existent, hein. Pour tout le monde, pour les gens, non, c'est un imbroglio, je ne sais pas comment, on tape la tête contre le mur, etc. Non, c'est possible. Il y a des solutions qui existent. Encore faut-il qu'il faut avoir le courage de les prendre, ces décisions, et surtout de ne pas politiser les débats. Le gros problème, il est là-dedans. Il est là-dedans. D'accord. On politise tout. Voilà, merci. Très bien Martin. Je t'en remercie pour ton intervention et tes éclaircissements par rapport à la situation aux îles-loyautés. Tournons-nous maintenant vers le nord. Et c'est à Alcide Ponga, un des vice-présidents, que j'aimerais laisser la parole pour, à son tour, nous éclaircir la situation dans le nord. Alcide, nous te laissons la parole. Merci. Merci Edouard. Bonsoir à tout le monde. C'est un exercice assez, je ne vais pas dire périlleux, mais un peu bizarre pour nous de vous parler à travers un écran, même si on est habitué à aller à la radio ou aller à la télévision. Donc juste pour faire une petite transition de ce que Martin vient d'expliquer par rapport aux îles et tout, ça nous pose à nous, l'ensemble des Calédoniens, mais ça nous pose aussi, surtout à nous les Mélanésiens, que ce soit indépendantistes ou pas indépendantistes, la question on va dire, du pouvoir, ou je vais même aller plus loin, de la séparation des pouvoirs en fonction de ce qu'on veut comme société. Où c'est que le coutumier s'arrête, où c'est que le politique s'arrête, où est la compétence du coutumier, où est la compétence du politique, où est la compétence d'un tel. Donc voilà. Et c'est ce que je veux rebondir par rapport à ce que Martin a dit sur ce que révèle cette crise. Ça fait partie des questions qu'il faut qu'on se pose pour le projet de demain. Voilà, le projet de demain. C'est quel rôle qu'on veut donner à nos coutumiers, et il faut, moi je vais aller un peu plus loin là-dessus, parce qu'aujourd'hui nos frères, nos amis indépendantistes aiment bien parler de la façon océanienne. Là, dans la caméra, là, je vois Lionel, je vois Thierry,
Voilà, on est tous des Océaniens, et puis on sait tous qu'on a des coutumiers chez nous, que ce soit les Wallisiens, que ce soit les Mélanésiens, peut-être un peu moins les Tahitiens, mais ils ont aussi leurs pratiques traditionnelles et tout. Donc ça pose ces questions-là. Donc voilà un peu, juste pour rebondir par rapport à la question et aux préoccupations que a soulevé Martin. Moi, je vais vraiment aller vite dans le Nord. Donc dans le Nord, on est confiné. Ça c'est clair depuis le confinement. Je pense que l'entité provinciale dans le Nord, déjà à travers son président, a vraiment respecté le confinement. Donc, déjà par rapport à lui-même, je pense qu'il en a une peur bleue de cette Covid-là. Et donc, on a géré un peu nos affaires par consultation à domicile, les commissions, etc., etc. Ça a cafouillé un peu au démarrage du confinement pour pouvoir gérer cette crise-là. Donc, on est parti un peu dans tous les sens. Donc, moi, je parle aussi au titre de maire également. Donc, on a essayé de faire un peu les choses et je pense qu'au bout des 3e, 4e semaines de confinement, c'est là qu'on a réussi à se caler un peu avec tout le monde. La première assemblée, on est moins actif que dans la province sud, mais la première assemblée s'est tenue la semaine dernière. Donc, pour notre part, à travers Wilfried Weiss, qui est intervenu dans cette séance publique de la province Nord la semaine dernière, on a profité de remercier l'aide sanitaire et les personnes qui sont venues nous aider, que ce soit dans les hôpitaux à Nouméa, mais également dans les hôpitaux du Nord, et puis à travers un peu nos dispensaires à travers le Nord. Donc ça, c'est un discours qui a été porté par mon collègue Wilfried Weiss. Et j'allais dire d'ailleurs, heureusement qu'il l'a porté, parce que sinon on ne l'a porté pas dans l'Assemblée de la province. Donc en tant que seul groupe loyaliste dans le Nord, on l'a porté. Je vois aussi que, en tant que maire, bon, pour notre part à nous, parce qu'il est également maire de Koumak, on essaie d'être très actif là-dessus. Après, c'est assez disparate. On travaille seuls les maires, la province vient nous aider, le gouvernement nous aide aussi. Donc, ce que je peux noter moi-même, si on a vu pas mal de personnes circuler pendant les confinements pour le travail et puis pour aller faire les courses et tout, je constate quand même que dans le Nord, les gens ont eu beaucoup peur de on va dire, de ce virus-là. Et vous avez certaines communes, je vais peut-être les pointer un peu du doigt, mais c'est là où les communes où on a peut-être une manifestation d'anti-vax un peu plus active. Chez mon collègue à Waïdou, par exemple, ou en Brousse, on voit commune de Saramea, pas dans le Nord, mais c'est une commune de Brousse. C'est là qu'on a eu certaines dérives les derniers jours, dernières semaines. Je parle sous le contrôle de Yuan et puis de Thierry. Donc voilà, sur le reste, on essaye de travailler de façon très stricte, très militaire aussi, pour que la population suive. Là, on n'est pas du pour ou contre l'indépendance, on est sur la lutte contre le Covid, contre la Covid. Et donc, je pense que ça marche. Je pense que ça marche. Les chiffres parlent d'eux-mêmes aujourd'hui. Et donc, pour certaines zones comme nous, par exemple sur Kwawa, moi je parle de Kwawa, on est bien content d'être Covid-free depuis quasiment 2 semaines maintenant. Donc, voilà ce que je peux dire. On n'a pas ces mêmes problèmes que rencontrent par exemple les îles, même si on a des manifestations. Ce matin encore, on a été ralenti un peu au niveau de la province pour venir au travail. Manifestations Enfin, je ne vais pas parler d'anti-vax. Moi, je vais dire c'est un peu des anti-tout. Voilà, il y a anti-tout. Donc, on ne sait plus c'est quoi dedans. Si c'est de l'anti-vax, c'est de l'anti-obligation, c'est de l'anti-pass. Donc, voilà, moi, j'ai du mal un peu avec ce anti. Mais voilà, on vit aussi, on subit, mais peut-être pas autant que vous dans les îles. On le subit. Je sais que le président de la province Nord, il a une certaine façon de gérer ses relations avec ces gens-là, très militaire, assez marxiste comme truc. Donc ça, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas, voilà. Mais voilà un peu pour le topo de ce que je peux dire sur la province Nord. On est également aussi suspendu sur la position de l'État par rapport sur le 12 ou pas le 12, Donc, on attend ça avec impatience parce que on verra un peu aussi l'impact de l'annonce de l'État aura comme effet sur le terrain, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire assez rapidement pour essayer de rattraper le temps de mon collègue Martin. Justement, Alcide, j'ai
une question faite de deux internautes qui ont posé la même question, pour précision, d'un certain Adrien de Coney, puis de Florian de Vaux. La question sur le respect du deuil mise en avant par les indépendantistes qui voudraient repousser justement la date du référendum. Que pourrais-tu dire justement par rapport à cette position des indépendantistes ? Ce que je vais reprendre, je vais peut-être reprendre les termes que le président Santa a dit tout à l'heure, mais ce sont aussi les termes du ministre. Hein. Je veux dire, c'est quoi qui doit nous guider aujourd'hui pour pouvoir faire ou pas ce référendum. Donc il faut être objectif là-dessus. Voilà, il faut être objectif. Ce qui nous guide aujourd'hui, c'est la situation sanitaire. C'est pas autre chose. Voilà. Et ça, moi, j'ai perdu, comme certains d'entre vous ici, des personnes très très proches dont on n'a pas pu assister à l'enterrement, dont on n'a pas pu faire la coutume, mais on le fera. On le fera. On le fera le moment venu. Et je considère que ça fait pas partie des choses objectives qui doivent nous pousser à décider si oui ou pas on le fait ou pas, quoi. Hein. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein. C'est le ministre qui le dit, hein, parce qu'il a la compétence de maintenir ou pas la date. Donc j'ai entendu j'ai entendu ces arguments-là qui ont été portés par les indépendantistes. Il y a des Calédoniens de souche caldoche, Calédoniens, mes amis caldoches, là, il y en a qui sont décédés, il y a des Wallisiens qui sont décédés, il y a des Javaniers, il y a des Tahitiens, il y a tout le monde, on est tous touchés. Voilà. Et donc, on a difficilement tous fait notre deuil de façon très compliquée parce que c'était limité, etc. et tout. On le fera encore dans les jours qui viennent s'il y a encore des décès, d'ailleurs Covid ou pas. Et donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on assume et puis qu'il faut qu'on s'adapte. Et puis et de toute façon, en tant que bon mélanésien, ceux qui sont décédés, les coutumes, on les fera le moment où on les fera. Quand toutes les conditions sont réunies. Edouard, je peux rajouter quelque chose? Oui, 1 minute alors, Martin. 1 minute. Oui, je te donne ce sera minute. très court. Vas-y. Non, c'est pour dire que, ça, comme dit Alcide, ça c'est des arguments. C'est des arguments qui ne tiennent pas la route. Quand il y a, chez nous, quand il y a un deuil, tout le monde n'est pas là au deuil. Ceux qui ont quelque chose à faire, ils vont le faire, puis après ils reviennent. La coutume, c'est pas ceux qui. On prend les gens qui jouent au football, ils vont faire leur match et puis ils reviennent. À côté de ça, on ne parle pas des gens qui profitent des deuils pour aller chercher les canettes et puis se saouler. Hein. Là, c'est des situations ça. Nous, on est en train de lutter contre ces situations-là. Et il faut pas mettre les deuils devant ça. C'est trop important. C'est trop important. C'est se voiler la face, c'est ne pas prendre ses responsabilités, etc. C'est tout. Hein, sauf un argument valable, quoi. Merci Martin. Merci Martin, merci. À présent, nous allons donc passer au dernier intervenant de cette grande rencontre sur Facebook Live. Je rappelle encore une fois à tous nos internautes que vous pouvez d'ores et déjà nous poser en direct vos questions sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas. Je vous laisse la parole, Lionel, pour poursuivre avec l'actualité de la province sud. Oui, bonsoir Edouard et bonsoir à tout le monde, Bonsoir Lionel. notamment à tous nos militants internautes qui nous écoutent. Donc, nous, concernant la province sud, donc, je pense que les chiffres ont été donnés par le président et une partie aussi par Virginie. Donc, je vais me concentrer plus sur les communes, notamment ma commune du Mont-Nord, où quand on voit les chiffres du Covid, on a un taux de vaccination rampé de plus de 70%, un taux d'incidence de 116%. Donc on est la commune quand même qui a bien travaillé sur ce domaine-là. Je ne dis pas ça pour nous vanter de la commune du Mont-Nord. C'est simplement aussi que parce que ça se fait naturellement et qu'on travaille justement pour respecter tous les gestes barrières et les mesures de restriction qui nous sont recommandées par le gouvernement. Alors, l'année 2021 est marquée par ces deux confinements. Hein. La première par la sortie du conflit de Goro,
et la deuxième pour essayer de freiner justement cette propagation du Covid. Ça, c'est la partie sanitaire que je voulais en parler, rajouter un petit peu. En ce qui concerne la province sud, en termes de séance publique, nous avons tenu une assemblée le 20 octobre, le mois dernier. Donc, plusieurs textes de projets de délibération ont été en discussion lors de cette assemblée. Ce qu'il faut retenir, c'était le DOB, donc projet de délibération de rotation budgétaire pour l'année 2022. Donc, il a été acté un budget approximatif de 103 milliards, à peu près ce qui a été acté par l'État justement fin mai ou fin mars, fin mai plutôt, parce qu'il y a eu 102 milliards qui étaient adoptés par l'État, validés par l'État, sans oublier qu'il y avait eu 7 milliards de pertes fiscales, mais compensées à la même hauteur par l'AFD. Si je ne me trompe pas, Johan, si c'est bien ça, ce qui équivaut à 110 milliards. Donc, la province s'est engagée encore une nouvelle fois, comme en 2020, à voter ce DOB à 103 milliards, tout en attendant, mais je suis sûr qu'on aura une DM très prochainement, hein, parce qu'on attend effectivement l'estimation exacte des chiffres du gouvernement sur le projet de la Nouvelle-Calédonie. Sur le deuxième projet de délibération, c'est celui de la création d'un établissement public qui est dédié aux primo-délinquants âgés de 12 à 18 ans et qui est situé à Bouraï. Donc, Néméara, pour ceux qui connaissent, sur la route pour la Wailou. Donc, c'était justement, s'il faut revenir sur l'histoire, en fait, l'historique, c'est qu'il faut savoir qu'en 2020, on devait avoir ce projet de Milkman qui est tombé à l'eau par rapport au premier confinement qu'on avait eu. Et donc, aujourd'hui, la province sud a travaillé avec le parquet et donc, ils ont décidé d'ouvrir cet établissement qui a une superficie de 7 hectares en terre agricole et une surface de l'établissement de 1600 mètres carrés. Donc, elle fera son ouverture pour l'année prochaine, qui est prévue le 30 mai 2022. Elle pourra accueillir déjà dans un premier temps 6 jeunes simultanément, et puis en 2023, 12 jeunes. Donc, ils seront encadrés par plusieurs personnes, le personnel sanitaire notamment. Ils auront aussi des personnels d'éducateurs, moniteurs, d'ateliers, éducateurs SP notamment, des auxiliaires de vie de jour comme de nuit. Donc, ils seront notamment accueillis pendant 295 jours, non questionnés sur une base de 3 mois. De 3 mois maximum. Donc, ces jeunes seront suivis justement par du personnel aussi de sécurité, de justice. Et tout ça sera formé notamment par la province, encadré par la province et surtout par la DEPAS. Voilà à peu près sur ce projet de délibération que nous avons mis en place pour la création de l'établissement public pour ces jeunes-là. Ce qui me fait dire aujourd'hui, Edouard, et puis à tous mes collègues, on continue toujours à travailler. On s'organisera justement à effectuer justement nos réunions avec les comités locaux de chaque commune, mais tout en ayant effectivement la date du 10 novembre, parce qu'on attendra effectivement la date du 10 novembre pour savoir si on va vers le 12 décembre ou pas. À partir de là, effectivement, on va s'adapter pour nos réunions du référendum dans chaque commune. Pour ma part, pour la commune du Mont-d'Or, donc on le fera justement en réunion restreinte, par communauté et par secteur, du nord, du centre et du sud. Devrions-nous comprendre que vous êtes déjà en campagne de proximité, vous, dans la section du Mont-d'Or? Proximité, oui, dans la mesure où chaque militant de Mont-d'Orien doit revenir justement à la permanence qui est ouverte toute la semaine, en fin de journée, justement pour faire des révisions des listes, surtout pour identifier ceux qui n'ont pas voté au deuxième référendum. Dans le samedi matin, où c'est ouvert toute la matinée, où tout le monde peut consulter effectivement les listes. C'est déjà un premier travail qu'on a mis en place. Et puis ensuite, on travaille aussi sur les procurations. Actuellement, on travaille beaucoup sur les procurations pour aller chercher nos procurations que ce soit en métropole ou en Australie. Et puis, pour inciter justement tout le monde à le faire. Je pense qu'on n'aura pas de souci
Mais je suis confiant, hein, je suis confiant quand je dis ça, hein, pour ce troisième. Mais il faut faire comme s'il n'y avait rien, quoi. Il faut continuer à travailler. D'accord. Merci Lionel pour toutes ces précisions concernant la situation dans la province sud et notamment aussi dans la commune du Mont-d'Or. Je te remercie beaucoup Lionel. À présent, comme nous arrivons bientôt à la fin de notre grande rencontre Facebook Live, passons dès maintenant aux questions diverses. J'espère que vous êtes prêts. Une première question au président. Monsieur, d'après Hélène Ménessan, est-ce qu'on peut imaginer une seconde vague de ce virus ? Très bien, merci pour cette question, Hélène. Aujourd'hui, au moment où on se parle, tout est encore imaginable. Mais chaque jour qui passe nous permet d'espérer que cette seconde vague, si elle a lieu, ne sera pas forte. Je veux dire ça comme ça. Autrement dit, que la situation restera maîtrisée. Il nous faut encore peut-être une bonne semaine et peut-être 15 jours pour s'assurer définitivement que la situation continuera à s'améliorer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Néanmoins, si les gens ne respectent pas les consignes, c'est une des raisons de cette volonté du gouvernement de maintenir finalement des dispositifs un peu stricts, là encore, pendant les 2 week-ends à venir, il y a une possibilité d'une deuxième vague. Mais les chiffres aujourd'hui nous montrent que même si elle a lieu, elle ne devrait pas avoir une incidence trop forte sur la situation sanitaire générale. Donc pour simplifier mon discours, pour l'instant, il est encore possible qu'il y ait une deuxième vague, mais sans qu'elle n'ait de conséquences trop fortes. Mais il est aussi possible finalement qu'il n'y ait pas de deuxième vague. Donc on est plutôt optimiste. Voilà, pour résumer ma réponse, on est plutôt optimiste aujourd'hui. Merci Monsieur le Président. Merci à Hélène d'avoir posé cette question. De nouveau, Monsieur, une certaine Yvonne Wakajawa qui pose cette question suite à votre intervention. Quelle est la place des jeunes dans le processus de réflexion pour l'élaboration du projet de société calédonien ? Une deuxième petite question dans cette question. Comment peut-il prévoir de les intégrer dans ce processus ? Alors, merci à Yvonne pour cette question. Je comprends pourquoi elle la pose. Bien sûr que les jeunes ont leur place fondamentale dans les discussions et dans les consultations que j'ai évoquées tout à l'heure. Le rassemblement a relancé sa section des jeunes déjà depuis plusieurs mois, qui s'est bien restructuré autour de Mathieu Goyon, qui est notre responsable des jeunes, et autour de lui, donc, toute une équipe de jeunes qui est dynamique et volontaire et qui participe déjà à la vie du mouvement, à toutes les grandes séquences, en tout cas, de la vie du mouvement. Et bien sûr qu'ils ont leur mot à dire, les jeunes, puisque c'est de leur avenir dont on parle. Nous, dans quelques années, on sera derrière, et c'est bien toute cette jeunesse calédonienne qui a la volonté de progresser, d'aller vers le haut, que s'adresse cet avenir, ce projet de société future que nous avons en tête. Et donc, il est tout à fait logique qu'ils participent à ces réflexions et qu'ils apportent leur vision de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans la réflexion globale du projet futur calédonien. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président. À présent, deux questions pour Virginie. Alors, Virginie, un certain Pétel NC, bonsoir. Y a-t-il eu une demande officielle aux indépendantistes sur l'option d'annuler ce référendum ? Comment eux seuls peuvent le demander avec leur majorité au Congrès ?
Alors, en fait, la seule demande officielle des indépendantistes, c'est une demande qui a été déposée au commissaire pour demander la tenue du référendum. Et ça a été fait le 4 avril 2021, c'est-à-dire juste 6 mois après le précédent référendum. Ils avaient 6 mois, ils ne pouvaient pas le demander avant 6 mois, et la seule demande officielle qu'il y a, c'est cette demande qui a formulé auprès du haut-commissaire le souhait que le haut-commissaire et que l'État organisent cette troisième et dernière consultation. Pour ce qui est du reste, il n'y a pas de demande officielle. Il y a une lettre qui a été adressée de la part des indépendantistes. Mais aujourd'hui, elle ne vient pas retirer leur demande officielle. Donc, le ministre, lorsqu'il est venu, à un moment donné, a évoqué le sujet en disant s'ils ne veulent plus du référendum, à ce moment-là, qu'ils retirent, qu'ils expriment formellement le fait de retirer leur demande officielle d'organisation du référendum. Donc, voilà. Donc, cette demande a été posée. L'État était en charge de l'organiser. C'est ce que l'État a fait, et donc tout est prêt pour que cette consultation puisse se tenir. On en est là aujourd'hui. Une deuxième question, Virginie. Des personnes qui attendent la confirmation de la date du référendum pour faire leur procuration, pensez-vous qu'on pourra les recevoir dans les délais impartis pour celles qui nous viennent de l'extérieur? Il faudrait faire une communication sur le sujet assez rapidement. Une question de Jocelyne Le Courrier. Oui, bonsoir Jocelyne. En fait, il ne faut surtout pas attendre quoi que ce soit concernant les procurations. Il faut dès à présent les réaliser, ces procurations, qu'on soit à l'étranger ou qu'on soit en métropole, en tout cas à l'extérieur du territoire. Il faut faire de toute façon ces procurations. Il y a de fortes chances on l'espère en tout cas, que le référendum soit maintenu. Même s'il ne devait pas l'être, la procuration est faite, elle n'est pas perdue. Donc, il faut absolument ne pas traîner. Maintenant, un petit détail important. Vous savez qu'on a fait pour le deuxième référendum, on a changé un peu la règle, c'est-à-dire qu'on a permis qu'avec le récépissé, un petit document que reçoit la personne quand elle va établir la procuration, elle reçoit un petit récépissé. Ce petit récépissé, elle peut le transmettre à la personne qui vote pour elle. Parce que la personne qui vote pour elle, le jour du référendum, en présentant ce petit document qui montre qu'il y a eu la procuration, même si la mairie n'a pas eu le temps d'enregistrer la procuration sur le registre, eh bien, les membres du bureau de vote sont tenus de faire voter par procuration la personne juste à l'aide de ce récépissé et de le rajouter dans le listing de vote. Donc, vous voyez ça, le récépissé, il suffit que le jour où la personne établit de procuration, elle le transmette à la personne qui vote pour elle. Et donc, ce petit document fait foi et est suffisant pour pouvoir voter le jour J. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, mais il ne faut pas attendre, même si jusqu'au dernier moment, on peut faire les procurations, il faut les faire dès à présent. Surtout si on est à l'étranger et où il y a des délais un petit peu plus longs, bien souvent, pour que les choses s'organisent. Voilà. Et de toute façon, Lionel le disait, sur le Mont d'Or, vous êtes très bien organisé. Tout le monde s'est très bien organisé pour récupérer ses procurations. Chaque semaine, n'oubliez pas aussi que les personnes qui n'ont pas de porteurs de procuration, nous sommes à leur disposition pour qu'ils nous écrivent, qu'ils nous envoient des messages et qu'on puisse trouver des porteurs de procuration pour eux. Il y a plusieurs personnes dans ce cas-là qui veulent voter par procuration mais qui n'ont personne pour voter pour elles, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. On est là vraiment pour ça. Et dans les communes, ils s'organisent aussi à cet effet. Merci Virginie. Je me tourne à présent vers Johan. Une question de Francky. Où en est le discours de politique générale du président du gouvernement Mapou? On le cherche. Non, je veux dire, il va arriver un jour. Plus le temps passe, plus il va venir. Il était prévu début septembre. Après, il y avait la crise sanitaire. La crise sanitaire faisant, on nous l'avait annoncé pour le 9 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et puis, on l'a appris dernièrement qu'il est programmé pour le 16 novembre. Donc, il faut savoir que, par contre, les membres, que ce soit Christopher, Isabelle ou Thierry et moi-même, avons fourni nos éléments de constitution de ce discours de politique générale. Nous avons fourni les éléments par rapport à nos secteurs, par rapport aux perspectives. Donc le travail a été fait par nous-mêmes depuis quelques semaines maintenant. Et nous attendons avec plaisir que le président Louis Mapou nous présente déjà, nous, en collégialité, le squelette, ou au moins les principaux éléments de son discours politique général pour voir si du moins il est plus ou moins conforme déjà à nos orientations dans nos secteurs. Et puis après, d'écouter ce discours politique général
qui vrai arrive presque, j'ai envie de dire, presque 6 mois, un peu moins de 6 mois après l'installation du gouvernement Mapous, qui est un phénomène assez rare. Normalement, le discours politique général intervient dans les 2 à 3 mois après l'élection, parce que ça donne le tempo. En l'occurrence, à l'heure actuelle, il était préférable et on souhaite qu'il ait lieu avant notamment tous les actes budgétaires, peut-être pour éclairer les élus calédoniens, mais surtout aussi les institutions et les Calédoniens sur les perspectives que souhaite donner son gouvernement, tant d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue fiscal. Qu'est-ce qui va être les surprises pour les Calédoniens et les Calédoniennes dans les années et les semaines à venir. Donc, c'est vraiment quelque chose de très parlant et j'espère qu'il sera très éclairant pour l'ensemble des Calédoniens. Mais j'ai une crainte que certains souhaitent le faire bizarrement avant la date du 12 décembre. Donc, ça peut engager un peu trop peut-être. Et donc, il y a certaines précautions du président actuel sur ce discours de politique générale. Ok. Yoann, je poursuis avec toi. J'ai une question de Loïc Soumioka qui te demande plutôt, pouvez-vous nous éclairer sur l'ouverture des Nakamal par rapport au pass sanitaire ou pas? Merci. Excellente question. Ce matin, nous avons été tous surpris en regardant la une des nouvelles calédoniennes du quotidien que voir les Nakamal étaient ouverts sans restriction d'accès, sans aucune condition sanitaire. Et donc, ça nous a interpellés et on a interpellé directement le président du gouvernement ainsi que le haut-commissaire en séance du gouvernement ce matin, Thierry, moi-même, pour vous dire qu'en fait, un correctif est arrivé très rapidement de la part du haut-commissariat ainsi que du président du gouvernement pour dire que c'était une erreur matérielle et que les Nakamal étaient fermés jusqu'à nouvel ordre, au même titre que les bars et les discothèques. On ne pouvait pas attendre moins, et en l'occurrence parce que c'est des lieux où assez rapidement on se désinhibe et on peut avoir des relations plus proches et donc faciles à la diffusion de la Covid. Et donc il est nécessaire d'avoir toutes ces précautions actuelles, comme ça a été indiqué par Thierry, de prévoir jusqu'au 14, avoir beaucoup de sévérité dans nos déplacements, d'avoir de la rigueur et puis surtout de garder les gestes barrières et le masque lorsque nous sommes en présence de personnes. Donc pour l'instant, toutes ces activités telles que le Nakamal, les bars et les discothèques seront fermées jusqu'au 14. Et nous allons voir après sous quelles conditions, mais le minimum c'est qu'elles soient ouvertes bien sûr avec le pass sanitaire et si possible pour certaines d'entre elles avec des protocoles sanitaires ou alors avec le masque. Ce qui permettra peut-être de faire de drôles soirées masquées, bien sûr. Très joli. Merci, Yoann. J'aimerais retourner vers vous, Monsieur le Président. J'ai une question de Georges Henry. J'ai une question qui nous amène à l'élection présidentielle qui, n'en doutons pas, va s'inviter dans la politique calédonienne. Quel candidat déclaré pour le congrès LR c'est le plus investi et positionné pour son attachement à la Calédonie dans la France? Je ne me rappelle plus du prénom de la personne qui a posé la question. Georges Henry, monsieur. D'accord. Donc bonsoir Georges, merci pour la question. Aujourd'hui, donc tout le monde, vous savez que 6 candidats aujourd'hui se présentent donc à la primaire des Républicains. Parmi les 6 candidats, moi j'ai entendu clairement un certain nombre d'entre eux s'exprimer concernant la situation de la Nouvelle-Calédonie en précisant leur volonté de maintenir bien sûr une Calédonie au sein de la France. J'ai entendu clairement Xavier Bertrand le dire, j'ai entendu clairement Éric Ciotti le dire, j'ai aussi entendu Madame Pécresse le dire précisément, Monsieur Barnier. Après, très honnêtement, les 2 autres, je ne les ai pas beaucoup entendus. Mais voilà, finalement, je pense que tous les candidats à cette primaire des Républicains ont cette volonté de maintenir la Calédonie dans la France, comme ça a toujours été un peu le cas de l'UMP, des Républicains aujourd'hui et de l'UMP à l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc, j'ai demandé à ne pas que le rassemblement ne se positionne pas sur un candidat en particulier.
On va laisser le choix à nos adhérents de choisir le candidat qui leur convient le mieux. On va permettre des visioconférences à la demande des différents candidats. Aujourd'hui, on a eu 2 demandes, celle de Madame Pécresse et de Monsieur Ciotti. Donc, des conférences vont être organisées dans les semaines à venir. Des visioconférences, pardon, vont être organisées dans les semaines à venir. Et si d'autres candidats le demandent, nous les organiserons aussi. Et nous ferons en sorte que chaque Calédonien aujourd'hui adhérent des Républicains nationaux puisse participer à ce vote le 4 décembre prochain, si je dis pas de bêtises, pour choisir le meilleur candidat. Et ensuite, nous porterons, le rassemblement portera le candidat qui aura été choisi par la majorité des adhérents des Républicains nationaux pour l'élection présidentielle. Très bien. Merci. Je rappelle juste que du 1er au 4 décembre, c'est l'élection en fait justement de ces candidats en question. Les candidats LR à l'élection présidentielle. Nous n'avons plus de questions. Un petit mot de conclusion, Monsieur le Président, avant de clôturer justement notre grande rencontre Facebook Live. J'aimerais vous laisser la parole. Merci, Édouard. Je trouve que cette première expérience est plutôt concluante. Donc, je vais d'abord vous remercier, vous, toi, Édouard, en tant qu'animateur. On n'est pas trop mal sorti. Et puis, toute l'équipe qui est derrière, qui est dans l'ombre et qui a pu techniquement organiser tout cela, que ce soit notre secrétaire général, Didier Jean Leroux, mais aussi Charles, Mathieu, Ben, enfin, toute l'équipe technique. Merci à tous. J'espère, et je m'adresse là aux internautes qui nous ont suivis, j'espère que vous avez été satisfaits de cet échange, de cette rencontre en visioconférence. On a essayé de parler de tous les sujets un peu d'actualité et je vous souhaite surtout, je vous propose surtout de nous retrouver à nouveau le mois prochain, le premier mercredi de chaque mois. On continuera tant que les contraintes sanitaires nous s'imposeront. Nous continuerons à organiser donc cette rencontre par visioconférence, par Facebook Live. Donc, vous êtes bien sûr les bienvenus à la prochaine réunion le premier mercredi du mois de décembre. Donc, merci à tous. Merci à tous mes vice-présidents qui étaient présents ce soir et qui ont participé à cette visioconférence et à Johan, mon collègue au gouvernement. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci à tous nos vice-présidents qui étaient présents pour intervenir sur de nombreux sujets d'actualité. Je vous remercie à tous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et au grand prochain rendez-vous. En vous remerciant. Merci. Merci, bonne soirée.